Au lendemain de son retour à Nantes, Yoann Barbero a tenu une conférence de presse ce vendredi midi. Il est revenu sur ses 3 dernières années passées en Russie. L'homme, qui a été condamné à 15 ans de prison, dénonce un complot et accuse l'État français de lâcheté. Jean-Michel Naga. Ma vie a changé précisément le 11 février 2015 quand je suis arrêté de manière violente chez moi. Le début d'un véritable calvaire qui aura duré près de 3 ans. Devant la presse et quelques membres de son comité de soutien, Yoann Barbero est revenu en détail ce vendredi matin sur ce qu'il qualifie de coup monté de la part des autorités russes. Une forme de prise d'otage, racontée parfois avec humour et détachement, mais avec beaucoup de colère vis-à-vis de l'État français, que ce soit l'ambassadeur, le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères en poste à cette période. On a un trio gagnant. On a François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Jean-Maurice Ripper. Voilà, ça c'est le sommet de la politique et de la diplomatie française. Vous sentez un petit peu ma colère. Oui, voilà, on a des gens qui sont des lâches. Et qui pensent avant tout à leur prochain poste. Heureusement pour lui, Yoann Barbero a réussi à trouver de l'aide pour s'enfuir, se cacher pendant 1 an au sein de l'ambassade de France, avant de franchir la frontière russe dans une incroyable cavale. Aujourd'hui, il réclame justice, l'annulation de ses poursuites, de son avis de recherche internationale et la reconnaissance de cet abandon au plus haut niveau de l'État. Nous demandons à être reçus par le président de la République. Je pense que c'est la moindre des choses. Après près de 3 ans d'enfermement d'un agent du ministère des Affaires étrangères qui a dû son salut, comme vous l'avez constaté, qu'à son audace et à la force de son caractère. À 39 ans, Yoann Barbero est aujourd'hui sans emploi, sans ressources, et un combat plus intime commence pour lui. Renouer peu à peu des relations de père avec sa fille, victime, elle aussi, de cette manipulation judiciaire. Un mois après sa réforme sur la collecte des déchets, Nantes poursuit ses ajustements pour éviter les dysfonctionnements pointés dans certains quartiers. Récemment, une réunion de travail avait lieu ce jeudi. Frédéric Lossan. Les services de Nantes Métropole le reconnaissent, il y a eu un couac ces derniers jours pour le ramassage des poubelles, un jour férié, des agents en congé, un déficit de communication en direction des habitants et puis surtout la réforme de la collecte. Depuis le 1er octobre, exit le fini parti, mais Nantes reste en rodage avec son nouveau système de collecte. Pour les 200 agents sur le terrain, les méthodes de travail ont changé, les circuits également, alors ça coince dans certaines rues. Aujourd'hui, on a environ 5% des rues qui ne sont pas correctement collectées. Donc ça représente environ 140 rues sur 3000. Alors pour l'usager, on a conscience que ce n'est pas satisfaisant, parce que nous, en fait, la volonté, c'est qu'on ait vraiment 100% de rues correctement collectées, donc d'ici la fin novembre. Moi, j'ai mis la pression pour que fin novembre, tout soit rentré dans l'ordre, vraiment. Et on sait qu'on est en capacité de le faire dans une réforme extrêmement équilibrée. Et pour celles et ceux qui sont encore un peu en difficulté, eh bien, nous allons mettre les 3 semaines qui nous restent à évidemment trouver les solutions qui sont nécessaires. Pour le retour à la normale, Nantes Métropole a lancé des collectes de rattrapage et elle va revoir les circuits. 15% des tournées seraient aujourd'hui mal dimensionnées. De leur côté, les syndicats jugent que les difficultés sont sous-estimées. Ils se réunissent ce vendredi pour faire le point avec les agents. Depuis cette rentrée, le futsal a fait sa révolution dans l'agglomération nantaise. Autrefois rivaux, les clubs du FC Erdre et de Bella Futsal ont fusionné. Julien Herpin. En futsal, comme dans la vie, tout est question d'équilibre. Un juste milieu que les dirigeants du FC Erdre et de Bella Futsal ont décidé de trouver l'été dernier. 4 mois plus tard, c'est au cœur du quartier Malakoff que l'équipe première du Nantes Métropole Futsal s'entraîne. Une situation encore impensable il y a peu. Je pense qu'on avait aussi une passion commune qui était le futsal et on avait des difficultés, chacun de notre côté, des difficultés qui étaient aussi les mêmes. Et l'idée, c'était aussi de se réunir et de réunir des hommes. Au lieu de faire chacun de son côté les mêmes projets, les mêmes actions, c'est de réunir des hommes autour d'un vrai projet commun et d'une grosse structure pour pouvoir se lancer dans le futsal de manière, on va dire, professionnelle. Côté sportif, les résultats sont plutôt prometteurs. 4e de première division, le NMF est dans les clous. Pour autant, pas question de s'enflammer. C'est la première année, c'est la fusion. On s'était dit au début que l'objectif n'était pas uniquement sportif, sinon aussi social, de cette fusion de clubs tellement différents, aussi différents. Et
Au début, les playoffs n'étaient pas un objectif, mais bon, on aime ça et on veut essayer de rester le plus haut possible, le plus longtemps possible. Une ambition qui passe par un succès face à Paris ce week-end. Mais la fierté du club, c'est aussi de pouvoir miser sur la formation, comme ici les U17. Dans les années à venir, c'est sur cette génération que le NMF compte s'appuyer. Son arrivée était prévue ce vendredi. C'est finalement lundi que Longmas sera visible du public sous les nefs de l'île de Nantes. Comme l'indique la compagnie de la machine sur Internet, il reste encore quelques réglages à terminer. Le cheval dragon restera immobile à la place de l'éléphant. Ce dernier est en révision jusqu'en février. De gros travaux puisqu'un changement de moteur est prévu. À Nantes, on est probablement moins mal lotis que des collègues d'autres régions. Et il faut croire que les gens de l'Ouest sont altruistes et ou sont mieux informés que d'autres parties de la France. Mais oui, effectivement, pour répondre à la demande des nombreux couples qui nous sollicitent, il faudrait plus de donneurs de sperme et plus de donneuses d'ovocytes. En gros, les critères sont assez souples. Il s'agit d'être en bonne santé, ça paraît évident, mais c'est le point de départ. Pour les hommes, il faut avoir moins de 45 ans et pour les femmes, il faut avoir moins de 37 ans. Il y a une condition annexe qui peut avoir son importance, c'est pour les hommes ou les femmes qui sont en couple, il faut que leur conjoint ou leur conjointe accepte qu'ils participent à cette démarche. Au-delà de ça, pas d'autres prérequis particuliers. C'est l'entretien avec le médecin et quelques examens, quelques prises de sang qui pourront déterminer si le don de gamètes est possible ou non. Pour les hommes, il s'agit simplement, si je puis dire, entre guillemets en tout cas, de venir faire un prélèvement de sperme. Le recueil de sperme, ça se fait au laboratoire par masturbation. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué, et ça, j'apprendrai rien à personne en disant que les ovocytes sont un peu plus compliqués à récupérer que les spermatozoïdes. Et pour les candidates au don, il est vrai qu'il est nécessaire de faire un traitement qui dure une quinzaine de jours, qui sera ponctué de 2 ou 3 prises de sang et échographies, et qui aboutira à la fin à un prélèvement chirurgical des ovocytes. Donc c'est une hospitalisation d'une journée, il n'y a pas de conséquences particulières, les risques sont extrêmement faibles, mais en termes de temps et d'investissement, c'est vrai que pour les candidates au don d'ovocytes, il faut prévoir 15 jours durant lesquels il y aura quand même quelques présences à prévoir chez le gynécologue le plus près de chez elle ou au CHU. C'est vrai que le don de gamètes, ça fait appel à la sexualité, à la masturbation pour les hommes. Bon, c'est un domaine un peu particulier, évidemment, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. La loi française est très claire. Ça se passe dans des hôpitaux évidemment contrôlés, certifiés. Donc il n'y a pas de raison de craindre qu'il y ait des dérives, qu'il y ait des risques particuliers pour le donneur en lui-même. Et puis pour le futur, le donneur ou la donneuse ne va pas avoir dans 18 ans, dans 20 ans, une armée d'enfants qui seraient ses sosies, qui vont venir frapper à sa porte pour lui demander une pension alimentaire en l'appelant papa ou maman.